Salut à tous, c'est Tuto Arnaque et aujourd'hui on se retrouve pour un petit cours de première en SES. Je vais faire une petite série de vidéos qui explique un petit peu voilà, deux trois petites notions en SES et j'espère que ça pourra aider certains. Donc voilà, les trois principales défaillances de marché, comme vous le voyez s'afficher ici, qui est une partie de programme de SES de première. Alors je précise que là cette vidéo ce sera pour expliquer globalement rapidement ces trois principales défaillances, mais qu'elle sera un peu incomplet, je pense que je referai des vidéos pour détailler chacune d'entre elles. Donc voilà, on va vite fait voir tout ça. Donc on a trois principales défaillances de marché. Défaillance de marché due à la présence d'externalités négatives, on verra ce que c'est. Une défaillance de marché due à la présence de biens collectifs et de biens communs, on verra ce que c'est également aussi. Et enfin, une défaillance de marché qui est due à la présence d'asymétrie d'information. Donc, tout d'abord, l'externalité, qu'on peut également appeler effet externe, c'est la même chose. Ça se manifeste lorsque l'activité d'un agent, donc un agent économique, ça peut être le producteur ou le consommateur, a des conséquences positives ou négatives sur le bien-être des autres agents, sans qu'elle ne donne lieu à une compensation monétaire. Donc on a tout d'abord des externalités qui sont positives, c'est lorsque le bien-être collectif est accru par l'activité d'un agent économique. On prend tout le temps cet exemple-là de manière générale, c'est de l'arboriculteur, donc ici le producteur de pommes, lorsqu'il habite à côté d'un apiculteur, sans forcément en avoir l'envie, ni la volonté en fait, juste le fait d'être à côté, ils vont se bénéficier l'un à l'autre à leur activité économique. Euh, le marchand de pommes, il y aura des fleurs qui vont permettre la pollinisation pour les abeilles apiculteurs, et donc de faire du miel finalement. Puis la pollinisation des fleurs des pommiers, ça va permettre tout simplement de permettre la reproduction des arbres et voilà, de faciliter la production de pommes. On pourrait également en mettre d'autres, voilà, je me suis arrêté là, mais si admettons on a une boulangerie qui ouvrirait à côté d'un tabac presse, le fait qu'il soit à côté, ça va être une externalité positive dans le sens où ce sera un gain de temps pour le consommateur et il sera plus facilement enclin à aller dans les deux entreprises, si on peut dire ça comme ça, plutôt que ne pas faire les deux, quoi. Donc voilà, c'est tout ce qui est positif en fait. Et sans qu'il y ait de coût de compensation monétaire comme on l'a vu précédemment. Ensuite, on a également, et c'est ça qui nous intéressait surtout pour ce qui est de la défaillance des marchés, des externalités qui sont négatives lorsque l'activité génère un coût externe, on pourrait également qualifier de nuisance en fait, hein. Donc dans ces cas de figure, l'agent il ne prend en considération que son coût privé dans son calcul économique, mais il ne supporte pas le coût social. C'est-à-dire que l'entreprise, quand elle va enfin je prends l'exemple de l'entreprise, mais il y a d'autres exemples qu'on prend en compte, lorsqu'elle fait son activité économique, elle va regarder ses coûts, mais elle va pas forcément regarder l'impact qu'elle aura sur les entreprises qui sont à côté, sur l'environnement, sur la nuisance sonore, etc. Et donc c'est l'exemple que j'ai mis ci-dessous. Donc l'entreprise, ce que j'ai mis du coup, qui va générer une nuisance sonore, de la pollution, et on peut également avoir des enjeux de santé publique. Donc voilà, c'est tous les effets négatifs qui sont engendrés par le marché en fait, et qui ne sont pas pris en compte. Voilà, c'est ça la première défaillance. Donc voilà, une autre défaillance de marché, c'est va reposer sur la caractéristique des biens qu'on va avoir sur le marché en fait. Et donc on a, comme vous voyez, un tableau à double entrée, et on va voir que certains biens sont rivaux ou non rivaux, et ou sont excluables, non excluables. C'est-à-dire que voilà, on a tous les types de biens qui sont possibles, et selon leurs caractéristiques, ça va avoir un impact sur le marché. Donc on a la présence de biens privés, c'est-à-dire comme vous pouvez voir sur ce tableau, ils sont rivaux et excluables. Autrement dit, la consommation du bien, ça va entraîner sa disparition. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'automobile. C'est-à-dire que si vous achetez une automobile, pardon, ça va être au déprimant de quelqu'un d'autre. Vous ne pourrez pas la partager à deux, entre guillemets. On aura d'autres biens, le bien de club par exemple. Vous voyez que l'abonnement Netflix, en l'occurrence, lorsque vous contractez l'abonnement, vous n'allez pas empêcher quelqu'un d'autre de le contracter. Voilà, c'est ça la notion d'excluable, c'est-à-dire que c'est ça la notion pardon, de rivalité, c'est-à-dire que ça va ou non bloquer l'accès aux autres consommateurs. Ensuite, du coup, voilà, on a la question de l'excluabilité ou pas, s'il est excluable ou non excluable, c'est-à-dire que s'il est possible d'en limiter l'accès à ceux qui le payent.
c'est qui paye le bien. Donc en l'occurrence, en automobile, on peut faire en sorte que seuls ceux qui payent l'automobile vont pouvoir payer le bien. A l'inverse, les biens communs par exemple, enfin les biens communs du coup, il va pas être possible d'en limiter l'accès. J'ai pris l'exemple du poisson dans la mer, parce que tout simplement, lorsque vous consommez le poisson dans la mer, en fait, non seulement ça entraîne la disparition du poisson, si on est 3 pêchés, il n'y en aura plus, mais le fait de consommer le poisson, de le pêcher, le fait de pêcher le poisson, ça ne va pas susciter un coût particulier en fait. Il n'y a pas un coût à l'entrée pour pêcher le poisson. Donc vous en pêchez 1, 2, 3, 4, ça va venir à peu près au même. Et on a du coup enfin les biens collectifs ou biens publics purs. J'ai pris l'exemple de l'éclairage public, mais ça marche pour tous ceux qui sont non rivaux et non excluables. Donc là c'est encore pire, parce qu'il faut imaginer du coup que l'éclairage public, non seulement on ne peut pas contrôler l'accès à ceux qui vont payer le bien, c'est-à-dire que c'est supporté par... ça va être supporté le coût par un organisme, mais tout le monde derrière va pouvoir profiter, bénéficier de cet éclairage. Donc c'est compliqué de limiter l'accès à ceux qui payent le bien en fait. C'est pour ça qu'on a mis en place du coup au niveau de l'État un système d'imposition tout simplement, de service public. Mais il est à savoir du coup que l'éclairage public il est non rivaux parce que simplement l'éclairage public il va pas empêcher, il va pas entraîner la disparition du bien. Tout le monde peut le consommer individuellement au niveau collectif. Donc voilà, 4 types de biens, biens privés, qui est rivaux et excluables, non rivaux, donc biens privés, rivaux, excluables, biens de club non rivaux, excluables, biens communs, rivaux, non excluables, non rivaux, donc c'est les biens collectifs, hein, c'est plus simple que bien public pur, qui est bien collectif, qui est du coup non rivaux et non excluables. Alors en quoi ça va générer une défaillance de marché? Et ben, vous le comprenez juste par la définition de ces types de biens, c'est-à-dire que le bien commun, et bien, tout simplement, le fait d'entraîner la disparition du produit, ça va générer une défaillance, puisque ça veut dire que si on est trop à pêcher, il y aura tout simplement plus de poissons. Et ça marche pour tous les types de biens qu'on va consommer, le pétrole ça marche également. Si tout le monde consomme l'essence, demain il n'y en aura plus sur Terre. Et le bien collectif, pourquoi c'est une différence de marché? Bah, tout simplement parce qu'il y a des problèmes, étant donné qu'on ne peut pas payer, qu'on ne peut pas limiter l'accès à ceux qui le payent, ça veut dire que on peut pas laisser ça dans le domaine privé, si vous voulez. En fait, tout simplement, il n'y a aucune entreprise qui aurait intérêt à investir dans ce type de biens, dans ce type de service. C'est pour ça, du coup, qu'on parle d'éclairage public, qui est géré au niveau de l'État, c'est parce qu'on ne peut pas être rentable. On a le même problème avec des feux d'artifice, on a le même problème avec tout un tas de biens collectifs, qui fait que on n'aurait tout simplement pas leur existence si jamais on laissait faire le marché. Voilà. D'où d'où le fait qu'il y ait des faillances de marché au niveau des biens communs et des biens collectifs. Ensuite, donc la dernière défaillance de marché, c'est l'asymétrie d'information. Encore une fois, je répète, asymétrie, il faut l'écrire qu'avec un seul S, ce qui est très particulier, je vous l'accorde. Et donc l'asymétrie d'information, c'est la situation dans laquelle, sur un marché, l'un des deux acteurs dispose d'une meilleure information que l'autre. En fait, simplement, on va avoir un consommateur et un producteur, et les deux ne vont pas avoir les mêmes informations lors de l'échange. Donc ainsi, la condition de la transparence de la concurrence pure et parfaite n'est pas respectée. Donc, très important, c'est une des 5 conditions pour qu'on ait du coup, je vous renvoie du coup au cours de SES, la transparence qui est essentielle pour qu'il puisse avoir concurrence pure et parfaite, pour que s'opère le marché en fait. Sinon il y aura des problèmes, on aura la présence d'oligopoles, de monopoles ou des déséquilibres. Alors l'une de ces asymétries d'information, ça va être la sélection adverse. Donc c'est une information que dispose le producteur sur le consommateur. Donc c'est plutôt le producteur qui sera avantagé. Et donc il repose sur la présence de caractéristiques, pardon, c'est compliqué à dire, cachées. Caractéristiques cachées
Donc, par exemple, c'est le fait que, donc j'ai pris l'exemple de la voiture d'occasion parce que c'est celle dans la plupart des cas. Et donc, c'est en fait le fait que le consommateur d'une voiture d'occasion, il n'a pas les moyens de connaître l'état réel du véhicule. C'est ça l'histoire des caractéristiques qui sont cachées. C'est qu'en fait, la voiture va ne pas savoir ce qu'elle vaut en fait. Donc quand il achète, il ne sait pas ce que vaut la voiture, alors que celui qui la vend, lui, il est expert du produit, il va savoir ce qu'elle vaut. S'il vend une voiture de merde, peut-être ça peut l'aider un peu plus trash, bah, lui va le savoir, l'acheteur pas forcément, ce qui va entraîner du coup un déséquilibre. On en reparlera. Ensuite, on a l'aléa moral, donc c'est une information, cette fois que le consommateur est le seul à disposer, il repose sur la présence d'actions cachées. Donc, typiquement, c'est le fait que euh, un consommateur, il est le seul à savoir ce qu'il va faire une fois le service contracté. Et donc on a deux exemples principaux que je vous propose. Donc, par exemple, l'assureur, lui, il va pas avoir les moyens de connaître les comportements, d'où les actions cachées, du consommateur une fois que ce dernier a contracté l'assurance. Concrètement, vous contractez un prêt, mais vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez faire de l'argent une fois que vous aurez obtenu le prêt. Vous allez faire tout un speech, on va dire, pour justifier que vous répondiez aux conditions pour recevoir ce prêt, la raison pour laquelle vous voulez ce prêt, mais vous pouvez en faire n'importe quoi. Et un autre exemple que je vous propose, c'est le travailleur qui connaît mieux l'effort qu'il consacre à son travail que son patron. Bah, concrètement, le patron il va embaucher des travailleurs, mais il n'y a pas forcément le domaine de compétences des travailleurs qu'il va embaucher. Et donc il a du mal à estimer le temps, le montant qu'il va devoir lui accorder, en fait, tout simplement. Puis le travailleur peut très bien être fainéant et en mentir sur son CV, par exemple. Donc voilà, il y a des actions qui sont dissimulées. Donc dans la section adverse, bah, peut être destructeur de marché, on va comprendre pourquoi. Donc je reprends l'exemple des voitures d'occasion, parce que c'est celui qu'on prend tout le temps, comme je vous l'ai dit. Tout simplement parce que l'économiste américain George Akerlof, dans son ouvrage, vous pardonnerez l'accent, The Market of Lemons, donc le marché d'occasion, qu'il a rédigé en 1970, et bien, il montre que l'asymétrie d'information voilà, est destructeur de marché et repose du coup sur la voiture d'occasion. Donc voilà, tout d'abord, on va regarder du coup, je vais m'assurer dessus pour que vous voyez mieux. Euh, Tout d'abord, bah, l'acheteur, quand il va vouloir acheter cette occasion, bah, il dispose de moins d'informations que le vendeur, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est ça la sélection adverse. Mais la conséquence de ça, bah, du coup, c'est qu'elle va générer de l'incertitude pour l'acheteur, puisque du coup, il ne peut pas savoir si ce qu'il achète, c'est bien ou non. Il y a indirectement, bah, le vendeur, lui, peut être aussi également tenté de vendre plus cher aussi, hein, puisque dans le produit, puisque il a conscience hein, que le vendeur ne maîtrise pas le produit qu'il propose. Il peut mentir en fait hein, quand il va faire son marketing, quand il va faire son service. Donc voilà, du coup ça va faire quoi? Bah, ça va faire qu'il va rechigner à payer cher une voiture d'occasion, peu importe qu'elle soit bonne ou pas, puisqu'il n'aura pas les moyens de le savoir. Ce qui aura pour conséquence de faire en sorte que les vendeurs bah, ils retirent du marché les meilleurs véhicules, puisque finalement ça vaut pas le coup, puisqu'ils pourront pas les vendre cher les bons véhicules. Les bons véhicules ils vont avoir le même prix que ceux qui sont pourris, et ils sont pas bons, puisque bah, y a pas grand chose qui va permettre de vérifier que ce sont de bons véhicules justement. Et donc du coup on a un effondrement du marché, pourquoi? Parce que du coup les bons véhicules sont retirés du marché. Et donc les bonnes occasions vont se faire rares. On aura du coup plus que bah, les voitures neuves forcément, et surtout plus que les voitures d'occasion de moindre qualité. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas intérêt à poser des véhicules d'occasion en bon état, puisque ça va générer des coûts de les maintenir, de les réparer, etc. etc. Alors que pourtant, malgré tout, il y a pourtant comment dire, il y a une demande en fait. Les consommateurs, ils veulent des voitures d'occasion de bonne qualité. Pourquoi? Parce que les véhicules neufs, bah, on voit actuellement comment ça se passe en France, ils sont relativement très chers et pas accessibles à tous. Et ils ont besoin d'un véhicule qui fonctionne. Tandis qu'une voiture de mauvaise qualité, bah, elle risque de pas fonctionner. Ce qui fait que du coup, on va avoir
Alors, je reprends une citation de Jean-Jacques Kerloff, il me semble, qui estime que les bons produits chassent, que les mauvais produits chassent les bons produits. Bah, c'est exactement ce qu'on a. La mise en présence de mauvais véhicules sur le marché, bah, ça va chasser les bons puisqu'ils seront vendus moins cher. Comme le consommateur bah, il va pas vouloir payer cher la voiture d'occasion, bah, il va se rabattre sur les mauvais. Voilà, tout simplement. Et donc je vais faire un petit résumé sur la droite. Donc, la sélection adverse, bah, la conséquence, c'est que l'agent subit l'asymétrie d'information, il va sélectionner les mauvais produits, comme vous l'avez vu avec la voiture d'occasion. Les conséquences de tout ça, c'est qu'on aura une baisse des échanges, enfin, on peut avoir une baisse des échanges, une disparition du marché, l'exemple, l'effondrement de marché par rapport aux voitures d'occasion, et ça peut amener à l'absence d'équilibre. Vous savez, normalement, les lois de l'offre, qui s'équilibrent parfaitement, bah, ça peut entraver ce processus. Donc la sélection adverse, c'est destructeur de marché, c'est une défaillance de marché. C'est une asymétrie d'information. Ensuite, du coup, on va revenir sur l'aléa moral. Et puis on va voir que c'est également destructeur de marché. Donc comme on l'a vu précédemment, l'assureur, bah, il n'a pas les moyens de connaître le comportement du consommateur. Alors, comme on l'a dit précédemment, l'aléa moral, ce n'est pas que l'assureur. C'est le fait qu'il y a action cachée. Mais dans cet exemple, eh bien, le fait que l'assureur ne peut pas connaître le comportement du consommateur, eh bien, le consommateur, ça peut l'inciter à adopter une conduite imprudente, voire à abuser du... Enfin, c'est... Comment on formule. Non, c'est pas vraiment le fait que... il n'y a pas les moyens de connaître le comportement du consommateur, mais c'est le fait qu'il ne peut pas les contrôler, on va dire. Et le fait que le service, bah, c'est susceptible justement d'entraîner le fait que le consommateur va adopter ces conduites imprudentes et à abuser des services. Je m'explique. Lorsque, par exemple, on revient sur le prêt, par exemple, vous contractez un prêt. Et puisque vous avez de l'argent, vous pouvez très bien eh bien, vous adonner à des pratiques à risque, dépenser démesurément l'argent, vous mettre en danger, puisque vous avez de l'argent sur le compte, tandis que si vous ne l'auriez pas eu, bah, vous ne l'auriez pas fait, tout simplement. Lorsque vous contractez une assurance maladie, eh bien, vous pouvez contracter des services, même de manière démesurée, même si vous n'en avez pas besoin. Contracter des médecins. Des médecins à tout va, alors que vous ne l'auriez pas fait en temps normal, vous ne l'auriez fait que lorsque vous auriez vraiment besoin, puisque ça aurait été à votre charge. Là, en l'occurrence, ce serait remboursé par l'assurance. Enfin, je reprends l'exemple de la voiture. Lorsque vous assurez votre voiture, le fait de savoir qu'elle est assurée, ça peut réduire votre prudence. Tout simplement, si elle est assurée pour vol, vous pouvez très bien ne plus être trop prudent là-dessus et considérer que c'est pas grave si vous l'avez fait voler, de toute façon, elle sera remboursée. Ou pareil pour les risques d'accident, etc., etc. Donc voilà. Mais le problème, c'est que ces conduites peuvent engendrer du coup ces services. Et le fait qu'elle n'a pas les moyens de les contrôler, bah, ça peut menacer directement la rentabilité de ces assurances. Et donc entraîner tout simplement un risque de faillite. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que si le service n'est pas rentable, eh bien l'assurance fait faillite. C'est-à-dire que si par exemple l'assurance de voiture, toutes les... Je n'ai pas vraiment notion d'échelle, mais tous les 2 jours une voiture à renflouer, avec des dégâts, des métaux matériels, ça peut être humain aussi également, eh bien ça va coûter vite très cher, et ça va mettre en faillite son modèle en fait. On a le même problème avec le patron d'entreprise, si à chaque fois il embauche des travailleurs qui font n'importe quoi, eh bien son entreprise elle risque de pas durer bien longtemps. Et voilà, etc., etc. Alors les conséquences de tout ça, voilà, je prends l'exemple de l'assurance, et bien c'est que ça peut l'inciter à augmenter ses tarifs, pour être sûr d'être rentable, bah, on augmente le prix, et ce qui fait que du coup, non seulement ça réduit l'accès aux services pour une bonne partie qui n'auront pas les moyens de payer ce service, ça va réduire aussi pour ceux qui considèrent que ce n'est pas la peine de contracter ce service, puisque c'est tellement cher que ça ne vaut pas le coup, ou qui estiment tout simplement, bah tant pis, je ferai sans. Ça on le voit notamment aux États-Unis par rapport à l'assurance maladie, la complémentaire santé. Comme c'est tout à la charge, comme c'est plutôt, enfin, pour relativiser tout de même, hein, mais comme c'est plutôt par rapport à la France d'ordre privé, à la charge du consommateur, il y a beaucoup de personnes qui ont considéré que, puisqu'ils sont en bonne santé, autant ne pas contracter d'assurance. Sauf que le jour où il y a un problème, bah, voilà ce qui se passe. Mais c'est un pari du coup qu'on peut avoir. Donc en France, dans tous les cas, il y a malgré tout, bon, il y a aussi des complémentaires santé, mais il y a quand même une assurance maladie au niveau de l'État, comme vous le savez.
L'autre conséquence l'autre incitation l'autre possibilité que va pouvoir faire l'assurance pour être sûr d'être rentable, bah, c'est de sélectionner sa clientèle. Et donc ça va couper à toute une partie de la population ce service. Donc je reprends l'exemple de la voiture, on peut considérer que les jeunes, puisque ce sont statistiquement, pas moi qui parle, hein, ce sont les chiffres, c'est eux qui font le plus d'accidents, bah, on va considérer que bah, j'assure pas de personnes jeunes, puisqu'ils sont à risque, et du coup je préfère me rabattre sur ceux qui seront plus rentables, si je peux dire ça comme ça. On aura le même problème pour tout ce qui est complémentaire santé. On sait que les personnes handicapées, qui ont des problèmes de maladie qui sont déclarés, avérés, hein, ou les personnes qui ont atteint un certain âge, on sait qu'elles sont plus à risque de consulter des médecins, de contracter des soins. Elles coûteront beaucoup plus cher qu'une personne jeune qui est en bonne santé, par exemple. Donc voilà, elles peuvent être amenées à sélectionner leur clientèle, c'est un petit peu ce qui se fait d'ailleurs. C'est que les voitures, bah, si vous faites trop d'accidents, vous pouvez vous faire radier. Donc voilà, c'est des risques. Que, voilà, cette asymétrie, ça peut entraîner ça en fait concrètement. Donc c'est destructeur de marché. Donc voilà, on a deux destructions de marché. D'une part, le fait que ça peut couper complètement l'accès à une partie partie des consommateurs. Et d'autre part, le fait que bah, ça peut entraîner tout simplement la faillite de ce service. Donc, comme on l'a vu, l'asymétrie d'information et l'aléa moral sont destructeurs de marché, c'est une défaillance de marché. Voilà, en conclusion, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu globalement ces trois principales défaillances de marché. Donc, on voit hein, la stabilité négative, la, une autre défaillance de marché du coup qui était due à la présence de biens collectifs et de biens communs, et enfin, du coup, comme on l'a vu, à la présence d'asymétrie d'information. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était une présentation rapide de ces trois principales défaillances de marché. Je n'ai pas évoqué beaucoup de choses, y compris les solutions. On va quand même en parler rapidement, mais ce ne sera pas très complet. Est-ce qu'il y a des solutions contre ces défaillances de marché? Alors là, on va revenir sur l'asymétrie d'information. Il faut savoir que les agents eux-mêmes, ils en ont conscience, ils ne sont pas passifs face à cela. On l'a vu, l'assurance réagissait précédemment, tout à l'heure. Mais elles peuvent également adopter des stratégies pour s'adapter du coup à ces défaillances. Et au-delà de ça, bah, on a l'exemple du bonus et du malus qui sont mis en place par les assurances, qui vont, là c'est l'exemple de la voiture automobile, qui vont plutôt faire en sorte que le consommateur de ce service, il va être plutôt tenu de bien conduire, puisque s'il n'a pas trop de sinistres, comme on dit, il aura un bonus, c'est-à-dire qu'il va payer de moins en moins cher son assurance, tandis que si jamais il venait à avoir beaucoup de sinistres, il aurait des malus et paierait plus cher ses mensualités. On a également d'autres, il y en a plein d'autres en réalité, mais j'ai pris un autre exemple qui est l'exemple du système de franchise de McDonald's qui préfère recourir à des managers franchisés plutôt qu'à des managers salariés. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple? Tout simplement parce que le système de franchise, il faut savoir que tous les restaurants, enfin pas tous en réalité, la majorité, je crois que c'est l'ordre de 70%, si je ne dis pas de bêtises, en 85%, pardon. En fait, ce sont des restaurants qui sont privés, oui, mais qui sont, comment dire, indépendants. Voilà. Quand vous allez au McDo, c'est indépendant, c'est pas relié, c'est pas une société sœur, si vous voulez, d'une société principale, d'une société mère par exemple. C'est plutôt, enfin, je reformule, ce n'est pas une société fille d'une société mère, c'est en fait tout simplement un restaurant indépendant qui paye une franchise pour avoir le droit de recourir aux produits de la franchise, tout simplement. Alors pourquoi ce système plutôt que de tout simplement monter d'autres restaurants filles et de faire de sous-traiter un manager salarié? Bah, tout simplement parce que le manager salarié, il n'aura pas forcément intérêt à se donner à 100%, puisque de toute manière, il aura le même revenu. Et donc là, on revient à l'histoire de l'aléa moral, où simplement le travailleur, en l'occurrence le manager salarié, eh bien son patron n'a pas les moyens de savoir ce qu'il va vraiment faire. Donc pour lutter contre ça, on préfère recourir à des franchises, à des managers franchisés du coup, ou en l'occurrence du coup ce sont des restaurants qui sont indépendants,
et où du coup il y aura tout un, dans tous les cas, l'avantage c'est que dans tous les cas il paiera la franchise, sinon il fait faillite, mais dans tous les cas c'est forcément rentable pour McDonald's, et surtout pour le manager franchisé, puisque c'est son restaurant, bah, il a intérêt à se donner à fond, puisque s'il veut pas faire faillite, il a intérêt à ce que cela soit rentable. Et d'autre part, le fait de travailler à fond, si je peux dire ça comme ça, bah, ça va permettre d'augmenter son chiffre d'affaires, donc de verser un meilleur salaire. Ça évite en fait, si vous préférez, le fait qu'il y ait des restaurants qui soient pas rentables. En fait. Si je prends l'exemple de Disneyland, vous savez que Disneyland Paris n'est pas rentable pour Disney, il me semble. Alors, on peut discuter le fait qu'il se rattrape sur les produits qu'ils vendent, sur le fait que du coup ils vont regarder les films, etc. Mais Disneyland Paris, il me semble, n'est pas rentable par rapport aux sociétés. Donc voilà, c'est le problème de ce système de faire voilà, des sociétés filles, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est une des solutions que font les entreprises, enfin, que fait du coup McDonald's pour lutter contre la guerre morale, mais il y en a plein d'autres. Ensuite, au niveau de l'État, bah, lui-même, il peut intervenir, notamment par le biais de réglementation et de contrôle. Donc on peut avoir par exemple, bah, du coup, pour lutter contre je me suis trompé d'ailleurs, c'est pas sélection adverse, c'est si, contre la sélection, pardon, c'est bien ça. C'est bien la sélection adverse. Oui, donc on peut avoir la mise en place de labels qui permettent du coup de garantir la qualité d'un produit, ou du moins de contribuer à ce qui aux travailleurs et les informations. Donc ça permet de lutter contre la sélection adverse. On pourrait prendre d'autres exemples, notamment l'obligation du contrôle technique lorsque vous vendez des voitures d'occasion, qui fait que normalement quand même il y a un minimum de qualité qui est exigé. Mais bon, c'est ultra relatif hein, pour avoir fait l'expérience de voiture d'occasion. On peut avoir la mise en place de quotas, qui permet de lutter contre la disparition de biens communs par exemple. On va faire en sorte qu'on ne peut pas pêcher plus de tant de poissons pour éviter qu'ils disparaissent tous, pour qu'il y ait un taux de renouvellement. Donc là, ça va permettre du coup de lutter contre ouais, donc la différence de marché qui est due au fait qu'il y ait des biens communs. On peut mettre des taxes, sachant que aussi, j'ai pas précisé, mais l'État intervient également pour la question des biens collectifs, bah, tout simplement en prenant en charge ces services. Éclairage public, comme j'ai pris tout à l'heure l'exemple. On a également l'État peut également mettre en place des taxes contre les émissions carbone. C'est le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que pour lutter contre les externalités négatives, donc la pollution, eh bien on peut taxer tout simplement le taux d'émission que génère une activité économique. Et enfin, j'ai voulu finir là-dessus. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est pas forcément très efficace tout ça. Voilà. Mais bon, c'est des choses qu'on peut voir quand même tout de même, donc j'ai tenu à en parler. Donc on peut également avoir des organismes supranationaux, mais bon, comme vous le savez, il n'y a pas de gouvernance mondiale, donc ça marche plus ou moins bien, voilà, qui vont tenter d'imposer des réglementations. Alors tout de même, on a l'Union Européenne, qui est plutôt efficace pour le coup, qui a mis en place, enfin, l'Union Européenne qui est efficace, hein, pas le marché des quotas qui est plutôt discuté, mais bref, qui a mis en place le marché des quotas pour lutter contre les externalités négatives, contre la pollution en fait, simplement. C'est des droits à polluer si vous voulez. Ou dans l'idée, en fait, tout simplement, on essaie d'intégrer sur le marché la pollution. C'est-à-dire qu'une entreprise qui pollue plus que ce qu'elle a le droit de polluer, bah, il va falloir qu'elle achète des droits à polluer à d'autres entreprises, et celles qui polluent le moins, elles vont pouvoir vendre ces droits à polluer aux autres entreprises. Et donc l'intérêt c'est quoi? Bah, c'est d'une part de permettre de contrôler la pollution, puisqu'il y a un maximum du coup dans l'idée, et d'autre part surtout d'inciter les entreprises à moins polluer, puisque moins elles polluent, plus elles peuvent vendre ces droits. Donc voilà. Alors après c'est très discuté, parce que tout simplement bah, du coup, bah, il y a toujours sur la pollution, puisque on la vend. Donc c'est un peu, certains disent que c'est un droit d'acheter ouais, la bêtise, hein, pour rester poli. Et puis le problème, après, elles ont tous des inconvénients. Les taxes aussi, l'inconvénient c'est que ces taxes sont pas dissuasives, ça ne marche pas non plus. Euh, et voilà. Mais bref, le marché des quotas, c'est plutôt controversé, on va dire quand même. Euh, donc voilà, c'est plutôt assez controversé. Il faut savoir également que le prix des permis baisse si l'offre de permis est supérieure à la demande. Donc en l'occurrence, du coup, puisque c'est un terreau marché, bah, polluer ça peut devenir peu coûteux dans certains cas de figure. Donc c'est également une des limites de ce système.
Et enfin, on a également la réglementation des... Enfin, j'ai vraiment pris l'exemple des ZEE, qui sont les réglementations des zones économiques exclusives. Enfin, les ZEE, c'est les zones économiques exclusives. Donc, c'est des réglementations qui ont été mises au niveau des États, c'est-à-dire que chaque État il dispose de frontières, mais il a également une frontière maritime, et en l'occurrence, du coup, il va être le seul à pouvoir exploiter ces eaux-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir, du coup, se partager les biens communs, dans l'idée. Alors dans les faits, pareil, ça marche plus ou moins bien. On a souvent des pays qui se plaignent de voir leurs ADE être prises d'assaut par d'autres pays. Et, notamment les différents qui ont... On a souvent des différends entre l'Angleterre et la France, par exemple. Il y en a d'autres, hein. Je crois que la Chine a pas mal tendance à violer les ADE d'autres pays. Et même en Afrique, il me semble qu'il y a pas mal de scandales à ce niveau-là. Donc pareil, c'est plus ou moins efficace. Mais voilà, malgré tout, tout de même, on a quand même des réglementations qui tentent de se mettre en place, disons, au niveau du coup supranational. Voilà. Ça peut être des solutions qu'on peut tenter de mettre en place. Malgré tout, malgré toutes ces solutions que je propose rapidement, qui encore une fois sont un peu complexes, il faut savoir tout de même que ces différences de marché, elles persistent, et que les solutions ne sont pas parfaites. C'est-à-dire que on n'a pas pu vraiment régler ces différents problèmes. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. La vidéo était plus longue que je pensais. J'espère qu'elle vous aura plu. Je reviendrai certainement plus en détail sur chacune de ces défaillances de marché. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des remarques à faire, des critiques, des questions, voilà, je répondrai. Et puis je vous dis à plus pour la suite.